Hello, hello! Et nous voici de retour dans les exercices. Enfin, c'est pas de retour, c'est dans les retours pour un nouveau module, si vous voulez. D'accord? Et donc, nous allons avoir ici trois exercices de type bac. Donc, premièrement, nous allons faire la mesure du temps par Galilée. Donc, Galilée, au XVIIe siècle, a eu l'idée d'utiliser un pendule pour mesurer le temps. Document 1. J'ai pris deux boules, l'une de plomb et l'autre de liège. Celle-là, au moins 100 fois plus lourde que celle-ci. Puis j'ai attaché chacune d'elles à deux fils très fins, longs tous les deux, de 4 coudées. Les écartant alors de la position perpendiculaire, je les lâchai en même temps. Une bonne centaine d'allées et venues, accomplies par les boules elles-mêmes, m'ont clairement montré qu'entre la période du corps pesant et celle du corps léger, la coïncidence est telle que sur 1000 vibrations comme sur 100, le premier n'acquiert sur le second aucune avance, fût-ce la plus minime, mais que tous les deux ont un rythme de mouvement rigoureusement identique. On observe également l'action du milieu qui, en gênant le mouvement, ralentit bien davantage les vibrations du liège que celles du plomb, sans toutefois modifier leur fréquence. D'après Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles, publiées en 1636. Alors voici quelques données. Une coudée, c'était 0,573 mètres. L'accélération de la pesanteur, elle n'a pas changé, c'est 9,81 mètres par seconde carré. La masse du pendule de plomb de Galilée est de 50 grammes. Et enfin, on réalise un pendule en suspendant une bille de plomb de masse de 50 grammes et de centre d'inertie G à un fil de longueur L accroché en haut comme l'indique la figure du document 2. Alors, cette figure, elle est ici. D'accord? Vous voyez, on attache ici, voilà, en G, la masse de plomb, hop, et on va la lâcher à partir d'un certain écart angulaire de la verticale. Alors, on choisit la position à l'équilibre G0 de G comme origine des altitudes Z. D'accord? Donc, position à l'équilibre, c'est ici. Ce sera le 0 suivant Z. Pour un amortissement faible, la pseudo-période T du pendule est voisine de sa période propre, T0. On l'a vu dans les rappels. L'expression de la période propre du pendule est l'une des propositions suivantes. C'est là, c'est là, c'est là ou c'est là. Où L désigne la longueur du fil et M la masse du pendule. Un système informatique permet d'obtenir les mesures représentées sur les deux graphes du document 3 de l'annexe. C'est ici. OK? Voilà ce qui est enregistré. Question. À l'aide des documents et de vos connaissances, proposez une réponse argumentée pour montrer que le pendule réalisé aurait pu être celui de Galilée. Pour cela, à l'aide d'une analyse dimensionnelle, choisir l'expression de la période du pendule simple qui convient parmi celles proposées. Comparer de la manière la plus précise possible la valeur calculée de la période du pendule de Galilée à celle du pendule réalisé expérimentalement, puis conclure. 1.2. On veut déterminer à partir du document 3, fenêtre 1, c'est ici cette fois-ci, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut déterminer? On veut déterminer la valeur de l'abscisse xm et en déduire la valeur de l'angle maximal alpha m en degrés qui est décrit par le pendule. Enfin, en 1.2.2, on veut calculer la vitesse maximale Vm atteinte par le centre d'inertie G. Et en 1.2.3, on veut que vous traciez sur le document 3, fenêtre 2, c'est-à-dire ici. OK? Il faut tracer, à rendre avec la copie, les évolutions de l'énergie mécanique et de l'énergie potentielle de pesanteur, en fonction de l'abscisse X du centre d'inertie du pendule réalisé. Voilà. Donc, si c'est clair, démarrez tout de suite. Si vous avez besoin de relire, eh bien, parcourez un petit peu la vidéo en avant et en arrière, d'accord? Et vous pourrez le faire. Et puis voilà, faites cet exercice du mieux que vous pouvez. Prenez votre papier, prenez votre crayon, arrêtez la vidéo et on se voit après pour la solution. À bientôt. Alors, allons-y pour la correction de cet exercice. Donc, 1,1. En fait, seule la relation racine de L sur G a pour unité des secondes. En effet, si je regarde les unités qui sont là-dedans, je vais avoir pour la longueur, c'est des mètres.
Pour G, l'intensité de la pesanteur, c'est des mètres par seconde au carré. Donc des mètres divisé par des mètres par seconde au carré, c'est des secondes au carré. Donc je dois prendre la racine carrée, ce qui me donne bien des secondes. Et donc c'est la relation T0 est égal à 2pi fois racine de L sur G, d'accord, qui est la bonne relation. Alors, pour le pendule de Galilée, le L dont on parle, c'est 4 fois 0,573, ce qui fait 2,29 mètres. Sa période d'oscillation devrait donc être de... Alors, la période d'oscillation pour le pendule de Galilée, ça devrait donc être 2pi fois racine de 2,29 divisé par 9,81. Et si vous calculez ça à la machine en gardant bien les chiffres avec la bonne précision, vous trouvez 3,04 secondes. Voilà. Ensuite, pour la question, la suite de la question, donc par lecture graphique, on peut évidemment déterminer la période du pendule réalisé. Alors pour être précis, de nouveau, on va déterminer la période sur le plus d'oscillations possible. Donc ici, on va pouvoir déterminer jusqu'à 6 oscillations. D'accord ? Et sur le graphique, on se rend compte que 6 oscillations correspondent à 18,3 secondes. Donc, la période sera T de 18,3 divisé par 6, ce qui me fait 3,05 secondes. Ça, c'est sur le graphique. Hein, vous pouvez aller voir. Je ne vous montre pas, mais vous pouvez aller vérifier. Alors, les deux périodes déterminées, l'une par le graphique et l'autre par le calcul, d'accord, sont très proches. Et en tenant compte des incertitudes qu'on a sur la longueur et la période, eh bien, on peut affirmer que le pendule réalisé correspond bien à celui de Galilée. D'autant plus que la boule est en plomb et pèse 50 grammes dans les deux cas. Voilà, voilà. Donc ça nous fait la question 1.1. Alors, continuons avec la question 1.2. Et tout d'abord, la 1.2.1. Donc, on demande de déterminer à partir de document 3 la valeur de l'abscisse XM. L'abscisse XM, c'est l'élongation maximum que l'on peut avoir avec le pendule. D'accord? Donc, c'est l'écart maximum que l'on mesure sur X à partir de la position d'équilibre. Donc, si on regarde sur le document 3, eh bien, on voit que ça correspond, l'écart maximum en millimètres, à 400 mm. Donc, on va avoir XM égale 400 mm, simplement. D'accord? Alors, après, grâce à ça, on demande de déduire la valeur de l'angle maximal alpha m en degrés décrit par le pendule. Alors, pour répondre à ça, reprenons un petit peu le schéma. Donc, vous voyez, le schéma est ici. Donc, on a l'axe Z. Ici, on va avoir l'axe X. OK? Donc, le point d'équilibre est là. Le point ici où est accroché le pendule est ici. Je vais considérer une longueur L comme cela, d'accord, avec G qui est ici. Et donc le pendule va pouvoir osciller, comme cela, en décrivant ici un certain angle alpha m. C'est celui qu'on me demande, sachant que alpha m ici va être relié au xm, qui est l'élongation maximale du pendule. Xm correspondant à la projection ici. C'est cette valeur-ci, xm. Alors, comment puis-je déterminer alpha m à partir du xm que je viens de déterminer? Eh bien, c'est assez facile. Hein? Qu'en est-il? Eh bien, on voit que le sinus de alpha m, le sinus de cet angle-là, d'accord, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Alors, la mesure du côté opposé, on voit bien que c'est xm. Et la mesure de l'hypoténuse qui est là, d'accord, eh bien, c'est la longueur du fil. Donc, c'est L. OK? Donc, grâce à ça, je peux déterminer alpha m, qui sera égal à ce qu'on appelle l'arc sinus, donc c'est la fonction inverse de la fonction sinus, arc sinus de xm sur L. Ce qui fait donc, et on peut le faire à la machine, l'arc sinus de, alors, xm c'était 400 mm. Attention, vous devez bien évidemment remettre ça en mètres. Donc 400 mm, c'est 0,4 mètres. Et la longueur du pendule, ben on l'avait donné, le pendule de Galilée, il faisait 2,29.
Donc je vais avoir arc sinus de 0,4 sur 2,29. D'accord? En degrés, eh bien ça va me faire 10 degrés. Calculez à la machine et vous le verrez. Voilà. Allez, on continue alors avec la question 1 de 2. Donc dans cette question 1 de 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de calculer la vitesse maximale, Vm, atteinte par le centre d'inertie G. Eh bien, dû au mouvement du pendule, on sait bien que la vitesse maximale va être atteinte chaque fois qu'il arrive à la position d'équilibre. D'accord? Puisque lorsqu'on l'écarte de la verticale, hop, il ralentit de plus en plus, il change de direction et vient, voum, il prend sa vitesse maximale au centre d'équilibre pour pouvoir remonter de l'autre côté. Et vous vous rappelez, en faisant ça, il y a conservation tout au long de l'énergie cinétique, en énergie potentielle, en énergie cinétique, etc. Donc, pour calculer la vitesse qu'il y aura ici maximale, ben la vitesse maximale, ce sera la position d'équilibre lorsque le pendule redescend. Ok? Et pour voir ça, ben, il faut donc déterminer quand est-ce que l'énergie cinétique est maximale. Et ça, vous le voyez sur le document 3 dans la fenêtre 2. On voit que l'énergie cinétique est bien maximale en 0 et que là-bas, elle vaut 17,5. Donc l'énergie cinétique maximale, regardez bien le document 3, fenêtre 2, est maximale donc en 0 et là, elle vaut 17,5 millijoules. Voilà. Ce qui veut donc dire que cette énergie cinétique étant égale à 1 demi mv carré, la vitesse maximale qui va s'en suivre, ce sera obtenue en renversant l'équation, c'est-à-dire en faisant la racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique maximale divisé par m. Ce qui veut dire qu'on fera 2 fois 17,5, comme c'est des millijoules, ce sera 10-3, divisé par la masse, ben on sait bien que c'est 50 grammes, donc c'est 0,05 kg, attention de toujours bien vous mettre dans les bonnes unités, donc je dois prendre la racine carrée, clac, j'introduis tout ça dans la machine et ce que je trouve, c'est que ça fait 0,84 mètres par seconde. Et voilà, l'énergie maximale atteinte à la position d'équilibre. Parce que sur les bords, le pendule s'arrête. Et puis repart, hop, il arrive toujours à une vitesse maximale à la position d'équilibre. Voilà, voilà, ça c'est le 1, 2, 2. Bon, on continue avec le 1, 2, 3 tout de suite. Donc, dans cette question 1, 2, 3, on nous demande de tracer sur le document 3, fenêtre 2, de nouveau de l'annexe, les évolutions de l'énergie mécanique et de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de l'abscisse du centre d'inertie G du pendule. Bon, ben là non plus, c'est pas très compliqué. Je vais d'abord reprendre le schéma, ok, qui nous donne ici les valeurs qui étaient données, c'était l'énergie cinétique en millijoules, et on avait, selon l'axe des X, hop, les différentes élongations possibles, qui allaient grosso modo de, alors, moins 300, moins 200, moins 100, 0, 100, 200, 300, ok? Et c'était X en millimètres. Et ce que nous avons vu, c'est que ça valait sur l'autre axe, eh bien ça valait ici 0, donc on partait sur 5, 10, 15, 20, et le maximum il était en 17,5 en 0, ici là, plaque. Et puis entre ça, l'énergie cinétique, elle nous faisait quelque chose du genre, moins 300 était là, d'accord, donc en 300 par symétrie, ça va être pareil. Donc j'avais une courbe comme ceci. Voilà. Bon, je suis pas parfait. Alors, l'énergie mécanique, elle est conservée. Donc ce que je vais avoir, c'est que lorsque l'énergie cinétique ici était maximum, lorsque la position est d'équilibre stable, l'énergie potentielle de pesanteur, elle est nulle, puisqu'elle vaut mgz et que ça correspond à z égale 0, donc l'énergie potentielle est là. Donc en tout point, on aura, comme d'habitude, en considérant qu'il n'y a pas de frottement, que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc en tout point, on devra avoir que l'énergie mécanique est ceci. D'accord? Voilà. Alors, ici, au point d'énergie cinétique maximum où l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique.
Et puis pour les autres positions, eh bien on a la variation inverse de celle qui est montrée ici, d'accord? C'est-à-dire que pour arriver à 17,5 pour l'énergie potentielle, on va partir de là, on va arriver à 0 et on va repartir là-bas. Et donc l'énergie potentielle, elle va faire ceci. Voilà, jusque 0, et puis je remonte. De sorte qu'en tout point, si j'additionne les valeurs de l'énergie cinétique qui est là et de l'énergie de potentiel de pesanteur qui est là, je vais avoir l'énergie mécanique qui est ici au-dessus. Voilà. Et ceci termine cet exercice. J'espère que cela a été pour vous, que vous avez pu me suivre dans la correction. J'espère surtout qu'avant ça, vous avez pu le faire par vous-même. Et puis on se retrouve, bien évidemment, pour le prochain exercice tout de suite. Au revoir et à tout de suite. Alors, attaquons l'exercice 2, qui est un autre exercice de type bac. Donc, il s'agit du pendule simple de nouveau. Donc, un pendule simple est constitué d'un solide de masse M, de petite taille, suspendu à un fil de masse négligeable et de longueur L, très supérieure à la taille du solide. Hop, voici le solide de masse M, le fil de longueur L, la position d'équilibre. Alors, comme d'habitude, écarté de sa position d'équilibre, un pendule simple oscille périodiquement après avoir été lâché. La période des oscillations s'exprime par la relation qui est là. Données, on les connaît. Les pendules de Galilée maintenant. Document 1. Alors, on va retrouver quelque chose qu'on a vu à l'exercice d'avant. Donc j'ai pris deux boules, blablabla, blablabla. Ok? Alors vous lisez ça tranquillement, convenablement. On l'a déjà lu précédemment. Et les questions sont celles-ci cette fois. Citez deux expressions employées dans le texte pour désigner une oscillation. 1, 2. Comment Galilée désigne-t-il la position d'équilibre du pendule? 1, 3. Répondre aux trois questions suivantes en justifiant à partir de ce document. La masse m de la boule suspendue a-t-elle une influence sur la période du pendule? 1, 3D. Le pendule en plomb est-il plus ou moins ou autant sensible au frottement que le pendule en liège? 1, 3, 3. La période des oscillations dépend-elle des frottements? 1, 4. Pourquoi peut-on admettre que les pendules décrits dans le texte sont assimilables à des pendules simples? Et enfin 1, 5. Calculer la valeur de la période des pendules de Galilée. Voilà, une petite question. Et puis nous passons à la deuxième partie de cet exercice. Donc la deuxième partie de cet exercice, la voilà. Hop, qu'a-t-on? On a ici un pendule dans un champ magnétique. Donc pour vérifier l'influence de l'intensité de la pesanteur sur la période d'un pendule simple, il est difficile d'envisager de se déplacer sur une autre planète. Bon, pour aller sur la Lune. Mais bon, compliqué. En revanche, il est relativement simple de placer un pendule constitué d'un fil et d'une bille en acier à l'intérieur d'un dispositif créant un champ magnétique uniforme, dans une zone suffisamment large pour englober la totalité de la trajectoire de la bille du pendule pendant ses oscillations. Ce dispositif peut être constitué par des bobines de Helmholtz. Bon, voilà le fil du pendule, voilà la bille en acier, ça on a l'habitude, et les bobines de Helmholtz sont ici. On a une bobine 1 et une bobine 2 à travers lesquelles on fait passer un courant. Lorsque l'axe des bobines est vertical, le passage du courant électrique crée un champ magnétique uniforme, vertical, dans la zone cylindrique située entre les deux bobines. Donc, il y a un champ magnétique ici comme ça. Une bille en acier située dans cette zone est donc soumise à une force magnétique verticale. 2.1. Expliquez pourquoi ce dispositif expérimental permet de simuler une variation de l'intensité de la pesanteur. Ça c'est intéressant. 2.2. Comment doit être orientée la force magnétique exercée sur la bille pour simuler un accroissement de la pesanteur? Justifié. 2.3. Comment peut-on simuler un affaiblissement de l'intensité de la pesanteur? Donc c'est l'effet inverse d'ici. 2.4. Si le dispositif a été correctement installé pour simuler un accroissement de la pesanteur, comment cela se traduit-il sur l'évolution de la période du pendule? Justifié. 2.5. Le système utilisé ne permet pas de simuler une forte variation de la pesanteur, mais il permet cependant de constater une variation de la période à condition de choisir un protocole optimisant la précision de la mesure. Donc les questions qui s'ensuivent sont alors de proposer une méthode expérimentale pour obtenir une mesure la plus précise possible de la période, et 2. Dans le cas d'un pendule de longueur d'1/2 mètre,
On mesure une période de 1,5 secondes lorsque les bobines sont parcourues par un courant électrique. Sous question, le dispositif simule-t-il un accroissement ou une diminution de la pesanteur? Expliquez. Et puis de 2, déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur apparente. Et bien voilà, voilà toute la série de questions sur cet exercice. Ok? Donc c'est à vous maintenant de jouer. Arrêtez la vidéo, prenez le papier et le crayon. Et comme avant, si vous avez besoin de relire une part ou l'autre, ce que j'imagine, eh bien baladez-vous en avant et en arrière pour pouvoir lire le texte de cette question. Voilà, allez, bon travail, à tout à l'heure pour les résolutions. Alors, allons-y pour la correction de cet exercice. Donc, 1.1. On nous demande de citer 2 expressions employées dans le texte pour désigner une oscillation. Eh bien, il faut bien entendu bien lire le texte pour pouvoir répondre. Et donc, les réponses sont, il parle, Galilée, d'aller et venue. D'accord? Pour parler de l'oscillation. L'aller et le venu. Et il parle aussi d'un autre mot. Il parle de la vibration. Voilà. C'est comme ça qu'il a désigné dans son petit texte les 2 mots, enfin les 2 termes équivalents à une oscillation. 1.2. Que nous demande-t-on là? Comment Galilée désigne-t-il la position d'équilibre du pendule? Il appelle ça la position perpendiculaire. D'accord? De nouveau, lisez convenablement le texte et vous allez trouver cette réponse. Position perpendiculaire. 1.3.1. Répondre aux 3 questions suivantes en justifiant à partir du document 1, toujours. Donc on va avoir 1.3.1. La masse m de la boule suspendue a-t-elle une influence sur la période du pendule? La réponse à ça est non. Que dit-il d'ailleurs, Galilée? Il dit, entre la période du corps pesant, le premier n'acquiert sur le second aucune avance. Ok? Donc il n'y a pas de changement qui dépend de la masse. Ok, 1.3.2, que nous demande-t-on alors? 1.3.2, la période en plomb, le pendule en plomb, pardon, est-il plus ou moins ou autant sensible au frottement que le pendule en liège? Alors, la réponse, elle est dedans. Le pendule en plomb est moins sensible. Donc, plomb, moins sensible. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Ce qui nous permet de dire ça, c'est que, il est écrit, on observe également l'action du milieu qui, blablabla, ralentit bien davantage les vibrations du liège que celles du plomb. Voilà. Donc le pendule en plomb est moins sensible au frottement. 1.3.3. La période des oscillations dépend-elle des frottements? Et la réponse est également expliquée. Donc 1.3.3, c'est non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit qui permet de le dire? Il dit sans toutefois modifier leur fréquence. Voilà. Donc jusque-là, tout est clair, tout était bien indiqué dans ce document. Alors on passe à la question suivante. Alors 1.4. 1.4. Pourquoi peut-on admettre que les pendules décrits dans le texte sont assimilables à des pendules simples? Eh bien, c'est la longueur de la corde. Plus de 2 mètres, ce qui est certainement très grand devant la taille de la boule. D'accord? Donc pour avoir effectivement des pendules simples, il faut que la dimension, la distance à laquelle la boule soit fixée, d'accord, la dimension de la boule soit petite par rapport à la distance qui la sépare du centre de rotation. Ok, donc c'est la longueur de la corde qui fait que ce sont des pendules simples. Plus de 2 mètres par rapport à la taille minime de la boule. Alors 1.5, que veut-on 1.5? 1.5, on nous demande de calculer la valeur de la période des pendules de Galilée. Eh bien, la période, de nouveau, c'est 2π fois racine de L sur G. Pour les pendules de Galilée, ce sera donc 2π fois racine de, alors, 2.28, 2.29 mètres, divisé par G équivaut 9.81. Ça nous donne une période d'environ 3 secondes. Ok? Rappelez-vous, on avait mesuré 3,04 à l'exercice d'avant quand on avait pris 2.29.
Bon, ici on prend 2,28 d'après l'énoncé, et ça nous donne 3 secondes. Ok, donc voilà pour toute la partie 1. On va maintenant passer à la partie 2, et l'expression du champ magnétique là-dedans. Donc, dans la question de 1, avec le pendule dans un champ magnétique, on nous demande d'expliquer pourquoi ce dispositif permet de simuler une variation de l'intensité de la pesanteur. Eh bien, les bobines de Helmholtz, elles créent un champ qui crée une force verticale constante. D'accord? Donc, si je dessine les bobines de Helmholtz, les voilà, parcourues par un courant, hop, qui se transmet là. D'accord? Quand je fais passer le courant, ça crée un champ magnétique, de sorte que je crée ici une composante verticale du champ magnétique. On va l'appeler FB, ok? Qui va s'opposer en fait au poids de la bille d'acier qui est là-dedans, qui sera égal à P, qui est égal à mg. Donc la force magnétique s'opposant à ce poids, ça donne une force résultante, d'accord, qui va être la somme de la force qui agit ici vers le bas et de celle qui agit là vers le haut, ce qui fait une force résultante qui est celle-ci. C'est la somme des deux. Ça, c'est P plus FB. D'accord? Là, le poids, la FB. Si je fais la somme des deux, en mettant cette force-ci, en la translatant ici au bout, clac, clac, j'obtiens la force résultante qui est celle-là. Et qui donc agit telle que si elle modifiait l'intensité de la pesanteur qui agit sur la balle d'acier, sur la boule d'acier. D'accord? Donc le champ crée une force verticale constante. La somme de cette force et du poids crée une force ayant les mêmes caractéristiques. Hein. C'est toujours vertical et constant. Même caractéristique que le poids, mais dont la valeur est différente. Et en ajustant la valeur du champ magnétique, on va pouvoir ajuster la valeur de la force magnétique et donc, finalement, changer l'équivalent du poids. Tout se passe comme si le poids de la bille avait changé, sans que l'on ne change sa masse. Donc comme si l'on avait changé l'intensité de la pesanteur. C'est pas mal, hein? C'est plutôt astucieux d'ailleurs comme système. De 2. Comment doit être orientée la force magnétique exercée sur la bille pour simuler un accroissement de la pesanteur? Bon, ben là, avec mon schéma précédent, c'est très simple. Donc, pour augmenter et faire un accroissement de la pesanteur, il faut que la force doit être orientée vers le bas, de manière à ce que le poids apparent soit plus important. Donc la question de 2, c'est simple. Il faut que la force magnétique agisse comme ça, et que le poids agisse comme ça, pour que la somme des deux fasse une espèce de, je vais l'appeler poids apparent, ok, qui soit plus grand. Ça, c'était le poids de départ. Si j'ajoute une force magnétique qui va vers le bas, ce que je vais appeler le poids apparent, qui est la somme du poids plus la force magnétique qui agit sur la bille d'acier, sera bien plus grande. Ok? Mais inversement, pour la question 2,3, c'est le cas qu'on a ici, hein, en 2,3, il faut orienter finalement la force magnétique de façon opposée au poids pour réduire ce poids apparent. Puisque dans ce cas-là, la force étant opposée, l'amplitude résultante va être plus petite. Alors en 2,4, on nous dit, si le dispositif a été correctement installé pour simuler un accroissement de la pesanteur, c'est-à-dire si on a la force ici due au champ magnétique, qui agit dans la même direction que le poids, on va bien avoir ce que je considère comme le poids apparent qui va être plus grand, d'accord? Voilà. Le poids apparent. Ok? Qu'est-ce que cela va vouloir dire au niveau de la période du pendule justifiée? Alors, si le poids apparent est plus grand, d'accord, on sait que le poids, c'est m fois g, avec g qui est l'intensité de la pesanteur. Si le poids apparent est plus grand, la masse n'ayant pas changé, c'est-à-dire qu'on a ici une intensité apparente de la pesanteur qui va être plus grande. D'accord? Donc GA sera en grandeur plus grand que G. Et donc, puisque cela apparaît dans le dénominateur de l'équation qui donne la période propre, ben, l'augmentation là de la pesanteur, ça entraîne une diminution de T. Comme T c'est égal à 2pi fois racine de L sur G,
Comme GA est plus grand que G, je vais avoir, pour A, je vais avoir 2pi fois racine de L sur GA, qui sera quoi? Eh bien, puisque c'est plus grand que G, et que c'est en dénominateur, ce sera plus petit que T, qui est égal à 2pi fois racine de L sur G. Voilà. Donc une augmentation apparente de l'intensité de pesanteur, d'accord, va entraîner une diminution de la période propre. Voilà. Alors, en 2.5, que nous veut-on? En 2.5, le système utilisé ne permet pas de simuler une forte variation de la pesanteur, mais il permet cependant de constater une variation de la période à condition de choisir un protocole optimisant la précision de la mesure. Ok, d'accord. 2.5.1. Proposer une méthode expérimentale pour obtenir une mesure la plus précise possible de la période. Qu'est-ce qu'il faut faire? Protocole expérimental, c'est toujours la même chose. Si on veut une mesure précise, il faut mesurer la durée d'un grand nombre de périodes, et puis diviser par ce nombre de périodes pour minimiser l'incertitude relative. D'accord? Donc, pour minimiser l'incertitude relative, que faut-il faire? Eh bien, il faut simplement, d'accord? Il faut mesurer la durée d'un grand nombre de périodes. Alors, je vous l'écris en long et en large ici, je ne le fais pas toujours, mais évidemment, sur votre feuille, ça, il faut toujours l'écrire. Hein. Donc, il faut mesurer la durée d'un grand nombre de périodes. Il faut que ça soit clair. Il faut que vous répondiez à la question sur votre copie. Donc, vous devez écrire cette phrase, c'est obligé. Même si moi, je ne le fais pas tout le temps quand je vous explique, il faut le faire sur votre feuille. Voilà. Hop. C'est fait. Ça, c'est le 2.5.1. En 2.5.2, que nous veut-on de plus? Alors, dans le cas d'un pendule de longueur 1 demi-mètre, on mesure une période de 1,5 secondes lorsque les bobines sont parcourues par un courant électrique. Le dispositif simule-t-il un accroissement ou une diminution de la pesanteur? Bon, eh bien, on sait que s'il n'y a pas de courant, donc s'il n'y a pas de champ magnétique appliqué, et donc pas de force magnétique, on devrait avoir que T serait égal à 2pi fois racine de L sur G, donc fois la racine de 0,5, divisé par 9,81, ce qui est égal à 1,4. 1,4 quoi? 1,4 secondes. Si maintenant la période mesurée est plus grande, c'est ce qu'on a, puisqu'on a mesuré 1,5. Donc 1,5 c'est bien plus grand que 1,4. D'accord? Si la période mesurée est plus grande, c'est que l'intensité de la pesanteur, G, est plus petite que la valeur réelle. Donc si 1,5 est plus grand qu'1,4, ça veut dire que la pesanteur apparente, d'accord, était plus petite que la valeur réelle. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une diminution de la pesanteur. Ok, ça c'est le 1. 2, 5, 2, 1. Qu'en est-il du 2, 5, 2, 2, qui est la dernière sous-question de cet exercice? Déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur apparente. Bon. Alors qu'est-ce que ça va être dans ce cas-ci? On sait comme d'habitude que la période apparente, ou la période d'une façon générale, c'est 2pi fois racine de L sur G. Ici, c'est une période apparente, donc je vais l'associer à l'intensité apparente, ce qui veut dire que l'intensité apparente que je cherche, d'accord, l'intensité de la pesanteur apparente, ce sera ce qui est obtenu en inversant l'équation, d'accord? Donc d'abord, on va tout mettre au carré, et puis on va inverser, et donc GA sera égal à 4pi carré divisé par L, pardon, 4pi carré divisé par T carré, fois L. Ok? Voilà ce qu'on a. Où T est la période apparente. Ce qui veut dire que si je remplace là-dedans, par les valeurs adéquates, je vais donc avoir 4pi carré, fois la longueur qui est toujours de 0,50, divisé par la période apparente, mais qui était de 1,5, au carré.
Et si vous faites ça, ben vous trouvez que ça fait 8,8 mètres par seconde au carré. Ou newton par kilo si vous préférez. Et donc ça montre bien que c'est une diminution de la pesanteur. Voilà. Et ceci termine cet exercice 2. Ok? Donc deuxième exercice de bac résolu. Ça va bien? J'espère que ça va bien pour vous. Et on se revoit pour le prochain, qui est un troisième exercice de bac. D'accord? Mais ils se ressemblent un peu tous, hein, comme vous pouvez le remarquer. Bon, ici, il y avait quelques subtilités. Avec la force créée par le champ magnétique, c'est intéressant à voir. Hein, vous pourrez réfléchir à ça et vous dire, tiens, est-ce que je pourrais pas faire la même chose parfois avec un champ électrique? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Oui. Ou je pourrais modifier aussi peut-être en en plaçant la bille. Alors là, je vais avoir des frottements malheureusement, hein, dans un milieu plus ou moins dense. Voilà. Donc il y a d'autres façons de changer les propriétés là de la période de ce pendule. Bon, ceci étant dit, on se voit tout à l'heure pour la question 3. À bientôt. Donc, ce troisième exercice concerne la mesure du temps. Donc, pour mesurer le temps, plusieurs méthodes ou instruments ont été élaborés. Les différents documents ci-dessous présentent quelques-unes de ces méthodes. Alors, comme d'habitude, lors d'un exercice de bac, il faut quand même parcourir les documents, même si vous allez vite, hein, il faut les parcourir pour savoir ce qu'on y trouve. D'accord? Donc, il ne faut pas y passer 3 heures, hein, mais il faut les lire et savoir ce qu'on trouve dans chaque un petit peu pour que lorsqu'on va poser les questions après, vous sachiez dans quel document vous devez aller voir. Alors parfois on vous le dit, tant mieux, parfois on vous le dit pas, et c'est à vous de vous souvenir de quel document il faut aller chercher. Ok? Donc on va les lire ensemble, ces documents, ce que je ne fais pas systématiquement, hein, surtout quand les modules sont longs. Bon, celui-ci est un module plutôt court, donc je peux passer le temps ici avec vous de détailler chacune des choses. Dans d'autres modules, je vous laisse un petit peu plus faire, hein. L'équilibre entre les deux est assez bien, je pense. Alors, document 1. Les hommes préhistoriques étaient conscients de la notion de jour et de nuit, ainsi que de la succession des saisons. La mesure du temps est le plus ancien problème technique que les hommes ont eu à résoudre. Le Soleil et la Lune, les deux astres les plus visibles, furent les premières horloges utilisées par les hommes. On appelle phase de la Lune les différents aspects qu'elle présente et qui s'expliquent par le fait que la Lune tourne autour de la Terre. L'intervalle entre deux phases identiques de la Lune est une unité de temps. C'est ce qu'on appelle le mois lunaire ou la lunaison, qui est de 29,5 jours. Nos contemporains constatent que certains édifices, tels Stonehenge, alignement de mégalithes du néolithique situé en Angleterre, permettaient de repérer des moments remarquables de l'année, comme les solstices. Voilà un premier document. Ok? Donc, ça rapporte à la Lune, mouvement de la Lune autour de la Terre, les lunaisons, et qu'il y a certains édifices qui utilisaient déjà ça pour voir les solstices. Bon, voilà ce qu'il y a dans le document 1. Document 2. Mesurer le temps à l'aide d'un cadran solaire. C'est vers 600 avant Jésus-Christ en Grèce. Le cadran solaire est une surface plane dans laquelle est plantée une tige appelée style. La direction de l'ombre indique l'heure du soleil. L'heure au soleil. Ok. Le cadran est divisé en 12 heures du lever au coucher du soleil, mais comme la durée du jour varie selon les saisons, la durée des heures varie également. Plus tard, le perfectionnement de la graduation du cadran et l'orientation du style permettront, puisque c'est plus tard, d'augmenter la fiabilité de l'instrument. Le cadran solaire possède de nombreux inconvénients. Il indique l'heure locale et est soumis aux aléas climatiques. Le soleil ne doit pas être voilé, bien évidemment, pour pouvoir l'utiliser. D'autre part, il est assez imprécis. Ok, c'est issu de ceci. Alors, il y a d'autres documents, plein d'autres documents. Document 3, c'est la mesure du temps à l'aide d'oscillateurs mécaniques. Ça date du XIIIe au XXe siècle en Europe. Alors on a l'oscillation d'un pendule, ici. Voilà. Document 3b, on a la variation du carré de la période d'oscillation d'un pendule non soumis aux forces de frottement en fonction de la longueur L de la tige. Donc si on regarde le pendule tel qu'on a l'habitude, voilà la longueur, voilà la période au carré. Et on voit que c'est une relation linéaire. Bon. Document 3c, l'horloge mécanique, une amélioration du pendule par Christian Huygens. Donc dans l'horloge mécanique de Christian Huygens, un pendule battant la seconde est utilisé.
Un dispositif constitué d'une masse appelée poids et d'un système d'engrenage est associé au pendule pour compenser le phénomène d'amortissement des oscillations. L'échappement à encre permet de bloquer la chute de la masse et ainsi de transférer à chaque oscillation une quantité d'énergie adéquate au balancier. C'est subtil. Voilà ce qui se passe ici, le principe de l'horloge de Huygens d'après le site L'horloge et la montre. Donc, un autre type. Document 3D. La période d'un pendule dépend de l'intensité de la pesanteur, G. Une horloge à l'heure au pôle n'est plus à l'heure à l'équateur. Oui, parce qu'on sait que G dépend de la latitude. Donc, dans une moindre mesure, la période dépend aussi de la température. Lorsque la température augmente, le balancier se dilate. Les marins ont rapidement souhaité transporter les horloges pour connaître précisément l'heure et se localiser. Cela leur était cependant impossible pour cause de taille, de sensibilité au tangage et d'imprécision. Cela a conduit à l'invention des chronomètres de marine, puis des montres, militarisation des horloges, utilisant des engrenages de très petite taille et des ressorts spiraux pour remplacer le poids. Voilà ici un chronomètre de marine, hein, d'après le site Wikipédia. Alors, c'est pas fini. Document 4. Mesurer le temps à l'aide d'une horloge à quartz. Ça date de 1930. Une horloge à quartz est un dispositif qui met en jeu une propriété de certains matériaux, appelée la piézoélectricité. Excité par un courant électrique, un cristal de quartz peut osciller. On réalise alors un oscillateur électrique vibrant à une fréquence très précise de 32 768 Hz. Un circuit diviseur de fréquence permet d'obtenir une impulsion par seconde. Les impulsions sont ensuite transmises soit à un système mécanique permettant de faire tourner les aiguilles, soit à un système électronique permettant d'afficher l'heure. Une horloge à quartz, attention, dérive seulement d'une seconde tous les 6 ans. Donc c'est quand même très très précis. Et enfin, le Graal du Graal, si on peut dire, c'est mesurer le temps à l'aide d'une horloge atomique. Ça date de 1950. Les horloges atomiques ont été mises au point dès le milieu des années 50. Leur précision et leur stabilité sont telles qu'elles constituent aujourd'hui les étalons du temps, ou de fréquence. Depuis la conférence générale des poids et mesures de 1967, la seconde est la durée de combien? Tout ça, période, de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux énergétiques dits hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Alors, comment fonctionne cette horloge? Prenons l'exemple d'une horloge à césium. Un jet d'atomes de césium est produit par un four. Les atomes passent par un dispositif approprié, champ magnétique par exemple, qui sélectionne les atomes se trouvant dans le premier niveau hyperfin. Ces atomes traversent ensuite une cavité dans laquelle règne un champ micro-ondes de fréquence nue ajustable. Notons A le premier niveau énergétique hyperfin et B le deuxième. Si la fréquence nue est voisine de la fréquence nu0 qui est égale à la différence des énergies des niveaux B et A, divisé par H, où H est la constante de Planck, correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins, des atomes absorbent un photon et passent dans le niveau supérieur. À la sortie de la cavité, un second tri permet de détecter les atomes ayant subi la transition. Un système d'asservissement ajuste la fréquence nue du champ de façon que le nombre d'atomes ainsi recueillis soit maximal. La fréquence nue est alors égale à nu0. Des moyens électroniques permettent ensuite de diviser la fréquence de l'oscillateur et au bout du compte de fournir un top toutes les secondes avec une exactitude relative d'environ 10 moins 30, 10 moins 14, c'est-à-dire qu'au bout de 3 millions d'années, l'erreur accumulée par l'horloge serait inférieure à une seconde. Une seconde sur 3 millions d'années. Pas mal. Alors, utilisation de ça. Les horloges atomiques servent à établir une échelle de temps mondial, le temps atomique international, TAI, et aident au système de navigation tel que le GPS. 3 autres applications, la synchronisation des réseaux de télécommunications à haut débit, la télécommande de sondes spatiales lointaines et les tests expérimentaux de la théorie de la relativité restreinte ou générale d'Einstein. Voilà, wow, ça c'est un sacré paquet de documents. On était gâtés pour cet exercice-ci. Alors, que faire avec ça? Ben, répondre aux questions. Et quelles sont les questions? Les voici. Alors, on est gentil, on vous dit quel document.
c'est le document 3b. Donc à l'aide du document 3b, expliquez en justifiant quelle est la formule donnant la variation de la période t d'un pendule en fonction de la longueur L de la tige. C est une constante réelle. On va avoir A, B, C, D ou E. 2. Si la température augmente, comment varie la période d'oscillation du pendule? 3. Le balancier d'une horloge mécanique est soumis à des forces de frottement, ce qui conduit à une perte d'énergie mécanique. Représentez l'allure des variations de l'angle θ, représentée sur le document 3a, en fonction du temps, dans le cas où les forces de frottement ne sont pas négligeables. Quel dispositif est utilisé pour compenser l'amortissement des oscillations du pendule dans une horloge mécanique? 4. En s'appuyant sur les différents documents, rédigez une synthèse de 20 lignes maximum, expliquez comment, face aux limites des techniques, les hommes se sont adaptés pour concevoir des instruments de mesure du temps de plus en plus précis. Waouh, voilà de la question. Ça, c'est pas mal, hein? Bon, alors, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de calculs, mais plutôt du raisonnement et de la bonne lecture de documents. Alors, ça arrive aussi, hein, lors du bac, qu'il y ait énormément qui soit demandé sur l'analyse de documents. Donc ici, c'est un peu ça. Hein, tout ce que vous connaissez de la matière va vous aider, bien sûr, mais il s'agit de bien analyser les documents qui vous ont été donnés aussi. Voilà, et bien c'est à vous. Papier, crayon, hop, en avant. À tout de suite pour la correction. Donc, allons-y pour la résolution. Donc, à l'aide du document 3b, expliquez en justifiant quelle est la formule donnant la variation de la période t d'un pendule en fonction de la longueur L de la tige. Alors, si vous allez voir le document 3b, qu'est-ce qu'il vous donne, ce document 3b? Il vous montre la variation du carré de la période en fonction de la longueur L. Ok? Voilà. D'un pendule qui n'est pas soumis aux forces de frottement. Et ce que vous voyez, c'est que t carré est une fonction linéaire de L. Ok? Si c'est une fonction linéaire de L, eh bien ça veut dire que t carré est directement proportionnel à L. Ok? Et donc t est proportionnel à racine carrée de L. Et si t est proportionnel à racine carrée de L, ça veut encore dire que t est égal à c fois L, où L est une constante, et donc c'est la réponse C. C'est la réponse C de cette question 1. Voilà. Bon, pas mal, facile. Deuxièmement, si la température augmente, comment varie la période d'oscillation du pendule? Bon, évidemment, il faut avoir lu attentivement les documents pour pouvoir répondre. Et la réponse, elle se trouve dans le document 3D. Dans le document 3D, on vous dit, dans une moindre mesure, la période dépend aussi de la température. Lorsque la température augmente, le balancier se dilate. Bien, si le balancier se dilate, ou le pendule se dilate, d'accord, mais la longueur, elle augmente. D'accord? Donc, le balancier se dilate. Je l'écris. D'où elle augmente. Mais on vient de dire que t était égal, pardon, alors c'est c fois racine de L, là. T proportionnel, ou t est égal à c fois racine de L. Si L augmente, eh bien t augmente. Donc la période t du pendule augmente avec la température, puisqu'avec la température, le balancier se dilate. Et voilà, donc la réponse était dans le document 3D qu'il fallait lire attentivement. Troisième question alors. Que nous veut-on là? Le balancier d'une horloge est soumis à des forces de frottement, ce qui conduit à une perte d'énergie mécanique. Représentez l'allure des variations de l'angle représentées sur le document 3A en fonction du temps, dans le cas où des forces de frottement ne sont pas négligeables. Quel dispositif est utilisé pour compenser l'amortissement des oscillations du pendule dans une horloge mécanique? Alors, eh bien, en 3A, voilà, nous avons ici le pendule qui se fait. Si on a un oscillateur amorti, ça veut dire que le graphe va ressembler à ceci. Je vais avoir autour de la position d'équilibre, l'écart angulaire va commencer ici à une certaine hauteur, certaine élongation que j'ai, et puis au fur et à mesure de l'avancement, puisque c'est amorti, ça va décroître.
Voilà. Ok? Donc ça, c'est l'allure que doit avoir un oscillateur amorti. Alors pour compenser l'amortissement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça a été indiqué aussi dans un des documents. D'accord? Alors ce qui se passe est indiqué dans le document 3C. Pour compenser l'amortissement, on fait un dispositif constitué d'une masse et d'un système d'engrenage avec un échappement à encre. Voilà. Donc cela vous est donné en 3C dans l'horloge mécanique de Christian Huygens. Alors pour la question 4, en s'appuyant sur les différents documents, donc là il faut tout bien lire, rédiger une synthèse de 20 lignes maximum expliquant comment, face aux limites des techniques, les hommes se sont adaptés pour concevoir des instruments de mesure de temps de plus en plus précis. Bien là, ce qu'on attend donc, c'est des points clés attendus. Donc, il y a eu des observations préhistoriques, le cadran solaire, limite, principe d'une horloge mécanique, Christian Huygens, limite des horloges mécaniques et amélioration, description de l'horloge à quartz, description de l'horloge atomique. D'accord? Donc ça, c'est les points clés. Donc, pour mesurer le temps, l'homme a d'abord utilisé les phénomènes astronomiques, puis le cadran solaire, mais la précision était très limitée, à cause des aléas climatiques, la variation de la durée du jour. Puis sont apparus les oscillateurs mécaniques, le pendule d'abord, amélioré par un mécanisme d'entretien, puis l'oscillateur à ressort, plus facile d'utilisation et moins sensible aux conditions extérieures, variation de gravité, température, mouvement. Enfin, au XXe siècle, il y a eu d'abord l'horloge à quartz utilisant les vibrations d'un cristal soumis à un courant, beaucoup plus précise que les systèmes antérieurs. Et puis enfin est apparue l'horloge atomique, utilisant les fréquences des radiations émises par certains atomes. Très prévisible, mais aussi compliqué à mettre en œuvre. Voici donc le résumé de ce discours que je viens de vous faire. Donc les points clés attendus étaient ceux-ci, et le petit résumé qu'on vous demandait, d'accord, pour expliquer ce qu'il en était, est là. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, avec ça, nous avons fini les exercices de ce module. J'espère qu'il vous a bien plu, que vous avez tout compris, et que dans tous les cas, vous êtes motivé pour continuer, et je vous attends donc avec impatience dans le prochain module, qui sera un module de chimie. À très bientôt, au revoir. C'était Renaud Vallée, avec vous de Radio Soif de Sens. Salut!